Bonjour à tous, bienvenue dans 101%. Alors aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est n'importe qui et c'est moi, Sébastien. Donc je travaille chez un éditeur de manga majeur, je suis attaché de presse chez eux et je vais vous raconter ma vie puisque je ne sais pas trop quoi faire de ma fin d'après-midi. Alors on va commencer avec une chronique de jeu, ça va être probablement Loco Roco 2. Ensuite ça va être les geeks, on va dans 2 minutes pour parler d'eux. On va finir avec les sorties animation, mais d'abord les news. Mercredi 12 novembre était un jour exceptionnel pour les joueurs de World of Warcraft. C'est en effet dans la nuit de mercredi à jeudi qu'a été mise en vente la nouvelle extension du jeu, Wrath of the Lich King. Plusieurs magasins avaient prévu une ouverture nocturne ainsi que quelques animations pour marquer l'événement, et les fans se mettaient en condition pour le continent gelé de Northrend avec une attente dans un froid glacial. Et à partir de minuit 1, des milliers de joueurs venus de toutes les contrées ont enfin pu accéder au loot épique, une copie du jeu, souvent accompagnée de superbes goodies. J'ai acheté le jeu normal, pas la version collector, et je suis reparti finalement avec un jeu de plateau assez énorme, en cadeau. J'achète l'extension, n'est-ce pas, et 2 figurines pour compléter ma collection. Ça se passe très bien, les gens sont très contents déjà d'acheter le jeu. Effectivement, ils viennent avec un ticket gagnant, parce que le ticket perdu, ils gagnent rien. Ils viennent avec un ticket gagnant qui sont dans la file d'attente, et après ils ont un DVD cinématique, une version collector du jeu, ou des starter packs de Upper Deck, ou des jeux de plateau, World of Warcraft ou Warcraft 3, donc ils sont plutôt très contents, ils repartent avec le jeu et un goodies supplémentaire. Même si tout le monde n'aura pas réussi à se procurer une version collector, la joie se lisait sur tous les visages. C'est pas un jeu, c'est une émotion, c'est une suite d'émotions, c'est de la peur, c'est de l'envie, c'est de la joie, c'est l'esprit d'équipe, c'est le rire quand on part en instance, et puis qu'on meurt tous avec le sourire aux lèvres, alors qu'on réussit après des semaines après avoir foiré. C'est d'exultation, c'est la suite d'une longue quête d'espérance, de chacun jouer son rôle, chacun fait ses conneries, et puis on finit finalement par y arriver tous ensemble. On joue tout seul, on joue en équipe, mais on joue toujours avec les mêmes émotions qu'on a aujourd'hui, des émotions qu'on aura demain. Et pour moi, le synonyme du jeu, c'est, je sais pas si je l'ai dit, j'ai parlé d'émotions déjà. Moi, je suis pas partisane, j'aime pas trop quêter, donc j'espère que ce sera agréable, que ce sera joli, étonnant. Plein de petits familiers à gagner. Je suis une accro des familiers. Voilà, c'est tout. On savait qu'il y avait énormément de gens qui voulaient absolument jouer à la nouvelle extension de World of Warcraft. On avait fait le lancement l'année dernière sur Burning, donc on savait pertinemment qu'il y aurait beaucoup de monde. Et ça se passe exactement comme on voulait, c'est-à-dire il y a plein de gens qui attendent, ils sont contents, tout se passe bien. Voilà. Il était aussi possible pour les fans de rencontrer Michael Gilmartin, directeur des services plateformes mondiaux, et John Lagrave, producteur senior sur le jeu, afin d'obtenir une dédicace. Nous avons d'ailleurs pu nous entretenir avec ce dernier quelques heures avant le lancement. Wrath of the Lich King is our new expansion for World of Warcraft. It is an expansion that allows you to explore the frozen north of Azeroth, the continent of Northrend, wherein you'll be able to go to level 80. We've created a new hero class, so you'll be able to play the Death Knight, starting at level 55. We have a very unique and interesting experience wherein you'll first start out as a minion, a Death Knight of Arthas. Arthas is the king that we introduced in Warcraft 3, who killed his father and assumed the throne of Lordaeron and then destroyed it. You'll be able to face Arthas in Northrend, finally challenge that very powerful, evil man, undead man in that world. We have a new trait skill, inscriptions, so you'll be able to apply glyphs now to your character that will enhance their talents and abilities. Inscribers can also make scrolls, which are a temporary buff for players. We have a new character customization called the Barbershop, so you can change hairstyles and facial appearance and all that, so you can customize the look of your character. We have an achievement system which allows you to track the success of your character, so you can see just what you've done in the world of Azeroth. So we have a dozen dungeons to explore. We have 3 raids to play in. We have a new battleground. We have vehicles. We have destructible buildings. We have a ton of awesome stuff for Wrath. The Death Knight hero class, you start out as a level 55, and the way that's created is that you need to have a level 55 character on the realm. You'll be able to create this Death Knight
hero class, and you first start out as a Death Knight, just like the ones that are in Warcraft 3 if you play the real-time strategy game. But you're under the control of Arthas. Arthas was again the very powerful king who killed his father, fell under the sway of the Lich King, and you're part of that group. You play for 3 levels. It's a fantastic new questing storyline. It's probably one of the best things we've ever done. Eventually you'll break control from Arthas. You'll be able to be your own. And so Horde or Alliance, you'll be able to be a Death Knight and explore the rest of the world. So you'll be about level 58 when that happens, and then you'll be progressing up through the rest of the game. We did rethink at first the rating system. Our whole rating philosophy has changed for Wrath of the Lich King. One of the things that we've always wanted is for everyone to enjoy our game. Sometimes it's very hard to get 25 people together, from your guild to play that night to go do Black Temple. What we've done in Lich King is we've made it such that you can go in as a 10-man group and go raid a dungeon. Now, the loot tables, what you get as rewards, are different from a 10-man versus a 25-man. The 25-man get some more better gear. But you as a player, if you're frustrated in it that you can't get enough folks together, you can now see that content. It's fantastic. We're wrapping up a storyline in Lich King, which is something that we started 6 years ago. It's a fantastic, interesting thing because everybody's wondered what has happened to Arthas. What has happened with the Scourge? What are they planning? We hinted at something that was going on with our Scourge invasion that we did a few weeks ago. Zombies suddenly flooded the world and you were infected. But you saw that the players and the healers actually were able to cleanse this plague from it. But that's Arthas, and Arthas is trying to exert his control upon the world again. So he's awoken from his frozen throne. He is awake and powerful, and he is trying to destroy all life on Azeroth. And that is your challenge as a player, is to go in, become powerful, and take on this guy. Wrath of the Lich King est une extension assez différente de la précédente, The Burning Crusade. L'ambiance est plus sombre et beaucoup d'éléments du gameplay ont été repensés. De la même manière, les quêtes présentes dans cette extension ont été travaillées pour dépasser les pensifs du genre. We have worked very hard on the quest system and we've tried to add a lot of new dynamics to it. Questing has always been a big part of World of Warcraft. In Wrath of the Lich King, we wanted to take it that much further. One of the things that we've added into the game is vehicles. And vehicles are used for all sorts of purposes, one of which is in PvP, we have a whole besiegement thing where siege weapons will be able to destroy a Titan stronghold. Well, in the quest system, we have all these fantastic vehicles, and we said, let's use them to our advantage. Let's do some amazingly interesting things with vehicles. So you're going to be able to drive vehicles through and do things like a vehicle is a dragon. You're going to fly through and fire breathe on a whole town and destroy it. You're going to be able to get into, as a quest, you're going to be able to get into a ship, get in a cannon and bombard a shore. Le moteur de jeu un peu vieillot aujourd'hui s'est vu redonner un coup de jeune avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités. We did. We added some functionality to the engine. We added dynamic shadows. We did that for a couple of reasons. One, we thought they looked beautiful. If your system can handle a dynamic shadowing rendering, I recommend you turn it on. It looks fantastic. We also wanted to acknowledge that we built WoW 4 years ago for a certain set of hardware that could operate. There's a lot of fantastic new hardware out there, and we wanted to at least in part support that kind of ability. Now, none of that's necessary to play Wrath of the Lich King. The game is still the game. Gameplay hasn't changed at all. But if you have that very special machine, you're able to turn on a few extra things and see a little bit more flash.
Les joueurs fans de PvP pourront ainsi découvrir une nouvelle zone qui leur est entièrement dédiée. Wintergrasp is an old Titan stronghold. So you get to see the Titan architecture from the very, very beginning of Azeroth. The Titans were a very powerful race that has since disappeared from the world. Wintergrasp, and the dynamic that we have there is siege engines go about, and one faction will be playing to hold off the besiegers. The other side will be in siege weaponry trying to blow up the place. So you're able to drive a vehicle up and launch ballista into the buildings and destroy them. It's a great pitched battle that goes back and forth. The side that controls Wintergrasp, if they've destroyed it or they've held it off, gets a zone-wide buff. That is for the entire continent. That faction gets a buff. So it's very important, actually. Helps out in the entire world in this huge PvP pitched area. It's fantastic. Great stuff. Aujourd'hui, la société Blizzard a fortement grandi grâce au succès de World of Warcraft. Et le développement continuel du jeu est un challenge qui demande beaucoup de ressources. Blizzard generally doesn't like to release a whole lot of things. We do have 11 million subscribers worldwide. They're spread across all regions, from Europe to North America to Asia. We're very fortunate to be so popular in all of them. We have 125 people working on our game. These are designers, artists, programmers, producers, all trying to make a great game for you. We work long hours to do this kind of thing. We have data centers across the world, as I just said, in all those regions. We're very, very, very dedicated to doing that. The development team is just one aspect of it. We have community managers and community representatives that answer the forums. We have all those GMs that you talk to in-game. We have our network support in each of those data centers connecting up and doing that. We have a live operations team that's directly tied into our development team, 24/7. These are the programmers that make sure the servers are up and running or fixes them when they aren't. Lots of folks involved. I mean, thousands of people involved at Blizzard to bring this game to everyone here. Mais le succès de World of Warcraft, justement, a-t-il changé le Blizzard des temps anciens? Well, we moved to a bigger building. It changed us, absolutely. As far as things like, absolutely, we now have a campus. We have 3 buildings where we house all the different development teams. Our headquarters is there, our sound department is there, our cinematics is there, support, quality assurance. We have a cafeteria. It's all these things that help grow the company. We've always tried to be very strong in supporting our games. We've always tried to patch them and break exploits that are being used, fix player imbalances, character imbalances, what have you. World of Warcraft really reinforced all that as well. That support was critical for the game. We knew that coming in. We didn't know to what extent that would be, and in turn that has been a huge part of it. We have hundreds and hundreds of game masters in Europe and in America and in Korea that are there to help. We didn't know how to manage those people. We never had done that before. That was quite a learning curve. And we certainly had stumbles as we did that, and I think we're much better now. Yeah, plenty of things like that where just the size, the dimensionality of World of Warcraft made it such that decisions that I helped make affect 11 million players, and I really need to think them through to make sure that I think it's the best thing for the game. And all developers are in that perspective. Blizzard, en tout cas, n'oublie pas les joueurs français, comme l'a attesté l'organisation en France à Paris du dernier Worldwide Invitational au début de l'été.
So first thing is that on YouTube, immediately the films went up on the release of Diablo 3, and the reaction to that was fantastic. What I loved was the young French man who was filming it and cheering and screaming as he was filming it. So you really couldn't hear too much other than how happy he was. That was a fantastic reception that we got on Diablo 3, and I'm very pleased. It's one of the franchises that I think is fantastic. I love the game, truly love it. And WWI, I think, was very successful, as was our last BlizzCon. We think we showed a lot of fun stuff for our fans, and we were so pleased with the turnout. We hope to do lots more of those, so yeah, fantastic stuff. But the truest victory, my son, is stirring the hearts of your people. I tell you this, for when my days have come to an end, you shall be king. Alors maintenant, on va partir pour Loco Roco 2, donc ce jeu étrange où on remue sa console, enfin pas vraiment la console, mais pour pouvoir faire tourner une boule, donc un truc assez bizarre et probablement pas très grand public, mais pourtant vraiment très très bien. Si, je vous jure. La DS avait défrayé la chronique avec sa nouvelle façon de jouer, tactile. Une opportunité offerte à tous les créatifs de s'en donner à cœur joie sur des nouveaux concepts. On a pu ainsi découvrir des simulations de cuisine, d'avocats et ainsi de suite. Atlus avait créé la surprise avec son Caduceus, une simulation de chirurgie appelée chez nous Trauma Center. Le jeu était saisissant, non pas par son réalisme discutable, mais plutôt par cette nouvelle façon de jouer qui mêlait dextérité, précision, vitesse et stress intensif. Un concept qui a su trouver son public. Il ne fallut pas longtemps à Atlus pour annoncer que non seulement une suite était en cours, mais qu'il y aurait également un portage sur la nouvelle console de salon Nintendo, la Wii. Nous sommes en avril, lorsque les terres gelées d'Alaska commencent à verdir et que les nuits se font de plus en plus courtes. Au cœur de ce rare endroit où la nature tient encore ses droits, se trouve un petit village non loin de Fairbanks. L'hôpital Montgomery veille sur cette bourgade sans problème où le temps s'écoule sereinement. C'est dans cet hôpital reculé que se trouvent deux médecins dont la vie va changer. Le directeur prend en effet sa retraite, ce qui déclenche la fermeture de l'hôpital et la mutation inopinée des deux médecins. Marcus Vaughan, détenteur de la main curatrice, et Valérie Blaylock, qui l'avait suivi pour en apprendre plus sur le don de son aîné, se retrouvent donc au centre de la ville dans l'hôpital Concordia. C'est en effet un ancien collègue de Marcus, le Dr Williams, qui a tout mis en œuvre pour les faire muter dans son centre de soins. Ce dernier avait effectivement envoyé une demande express à Marcus pour qu'il le soigne d'un mal qui le ronge et que seul le jeune docteur peut soigner. Comme dans les précédents épisodes, avant de passer à la phase opératoire, des scènes de dialogue explicitent l'intrigue, la psychologie des personnages, etc. Ces séquences cinématiques sont nombreuses et bien que le scénario soit accrocheur, on a vite tendance à martyriser le bouton A pour les passer. Avant chaque opération, le joueur doit écouter le briefing de l'infirmière qui expliquera les étapes et la démarche à suivre. You have two objectives for this operation. Look for a shadow using the ultrasound. S'ensuit directement la phase opératoire. Cette phase doit être effectuée dans un temps imparti pour que le patient ne souffre pas de séquelles. On peut à tout moment voir son rythme cardiaque, et comme le sait la moins pointue des flèches, plus il est faible et plus le risque de tuer le patient est grand. Cette jauge, que le joueur doit toujours garder à l'œil, à laquelle se rajoute la pression du chronomètre, engendre donc un stress énorme. Ce stress est le cœur du gameplay. Avant d'aller plus loin dans l'opération, il faut choisir des bons instruments. Ceux-ci sont accessibles via le pad analogique du Nunchuk. Chaque direction correspond à un instrument en particulier. Avant d'inciser, il faut impérativement utiliser du gel antibiotique.
Ce dernier sert également à suturer les petites plaies. Il peut aussi soulager le rythme cardiaque du patient. La seringue sert à injecter des solutions dans le corps du malade. Le drain aspire le sang, le pus et tout autre liquide qui entame la visibilité et dont on se passerait bien pour opérer tranquillement. Le laser permet d'éradiquer nodules et autres impuretés qui se sont incrustées dans le corps du malade. Il servira également pour des opérations qui tiennent plus de l'électronique que de la chirurgie. Les ultrasons permettent de détecter des corps étrangers ou des tumeurs malignes qui se cachent dans l'organisme. C'est aussi avec les ultrasons que l'on peut déplacer l'écran de jeu de manière à parcourir les différentes zones du corps. Le scalpel, la lame que rien n'arrête, fait partie des instruments dont on se sert le plus. Il permet de tout trancher, que ce soit pour éventrer, couper des fils électriques ou encore des tumeurs. Le forceps fait aussi partie de ces instruments indispensables. On peut s'en servir comme des pinces afin de retirer tout corps étranger présent dans l'organisme. Pour le manipuler, il faut appuyer simultanément sur les boutons A et B de la Wiimote, ce qui donne vraiment l'impression de pincer quelque chose. Même s'il est très pratique, le forceps est de loin l'instrument le moins précis, ce qui est dommage vu sa fréquence d'utilisation. Pour refermer certaines plaies, il faut utiliser la suture et recoudre la lésion béante. Si sur DS il fallait être très précis, la Wii s'avère beaucoup moins stricte et il arrive souvent qu'en faisant du grand n'importe quoi, on arrive tout de même à refermer la blessure. Pour clore cette phase opératoire, il faut bander la blessure avec un pansement. C'est de loin la phase la plus facile du processus de soin. Celle-ci semble destinée à soulager le joueur du stress subi pendant l'opération. Celui-ci peut alors se dire « Ouf, c'est terminé ». Le jeu propose aussi des instruments ou des façons de jouer différentes suivant le script. Il arrive par exemple qu'on ait besoin du défibrillateur ou encore d'effectuer un massage cardiaque pour réanimer un patient. Lorsque cela arrive, tout est expliqué, mais le stress n'aidant pas, la panique prend souvent le pas sur la précision. À la manière des autres volets de Trauma Center, il sera possible d'utiliser la main curatrice. Ainsi, en dessinant un pentacle avec la Wiimote et le Nunchuk, il sera possible de ralentir le temps de façon drastique. Aux joueurs de profiter de cette bulle d'oxygène pour soigner rapidement le malade. Attention, car utiliser la main curatrice fatigue énormément le docteur. Il faudra donc l'utiliser avec parcimonie. Un système de combo permet également aux plus gamers des chirurgiens en herbe d'effectuer des scores. Ils seront affichés sur un tableau de score mondial pour tout joueur bénéficiant d'une connexion Wi-Fi sur sa console. Un deuxième joueur peut également prendre part à l'opération, ce qui nécessitera une parfaite coordination. La surprise en moins, Trauma Center New Blood demeure toujours aussi sympathique que ses prédécesseurs. Le mode de joueur ainsi que les fonctionnalités online s'avèrent au final anecdotiques. Le génie de ce jeu tient au fait que pour une fois, on ne se bat pas pour sa propre survie, mais pour celle d'un tiers. Et ça change pas mal de choses. Se sentir responsable de la mort d'autrui suite à un échec est une chose rarement éprouvée dans un jeu. Même s'il arrive souvent que les opérations soient un peu abusées, avec des morceaux de verre plantés dans le cœur ou des os qui se remettent façon jeu de construction, le jeu nous donne un aperçu du stress et de la responsabilité d'un chirurgien. En tout cas, Trauma Center New Blood sera apprécié par les fans et permettra aux néophytes de s'amuser au docteur, s'ils ne s'y sont jamais essayés avant. Well done, team. Alors, aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, ils vont parler des geeks et je suis assez dubitatif, j'avoue, parce que cette BD me fait plutôt peur. C'est pas bien de se moquer des geeks. Je souffre, mon cœur saigne. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de la BD Les Geeks. Une BD sur les geeks? Ça doit être bien. Tu l'as lu? Non. Tu as lu les BD genre Les Blondes, volume 1 à 17? Oui. Et tu as aimé? On peut pas dire ça, j'ai plutôt eu envie de m'ouvrir les veines avec ma paire de baskets. J'ai marché dans le caca. Avec la BD Les Geeks, l'éditeur a voulu faire la même chose, mais dans l'univers des geeks. Et c'est si naze que ça? Quand je l'ai lu, j'ai eu envie de m'ouvrir la veine avec un petit dinosaure en plastique. En fait, je pense que les mecs ont voulu surfer sur la mode des geeks
En fait, ils ont pris tous les clichés du genre et ils les ont réunis dans une BD. Il y a même une petite nana gothique spécialiste de l'informatique, un peu comme dans la série NCIS. Mais tu penses... Tout est cliché, quoi. Je vais utiliser plein de vieilles blagues éculées. Je vais rajouter par-dessus un soupçon d'humour sur les geeks. Et je vais faire une BD de tout ça. Je vais en vendre des millions. Mais tu penses que ça se vend? Alors, je pense que pas trop. Je pense pas que les vrais geeks vont l'acheter. Par contre, il y a pas mal d'étudiants en informatique qui vont se faire offrir cette BD par leurs parents, leurs grands-parents ou leurs petits amis sans imagination. Bon, en tout cas, il n'y a qu'un volume, donc ça va. Malheureusement, pour le monde de la bande dessinée, un deuxième volume va sortir en novembre. Alors, les geeks, c'est validé ou pas? Cette BD vous fera assurément rire si vous avez plus de 60 ans et que votre petit-fils aime l'informatique. Sinon, vous allez espérer que la personne qui vous l'a offerte ait gardé le ticket de caisse. En fait, les geeks, c'est pas validé. Pourquoi? Maintenant, on part sur la rubrique des sorties animées. Alors, il n'y a pas de manga, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise rubrique. Tout de suite, les chroniques DVD. Véritable phénomène animé à la popularité internationale, La mélancolie de Haruhi Suzumiya, traduit du japonais Suzumiya Haruhi no Yuutsu, nous revient dans un deuxième DVD. Après 4 premiers épisodes qui ne laissaient qu'entreapercevoir l'aspect science-fiction et fantastique de la série, ce deuxième volume nous fait réellement rentrer dans le vif du sujet. Notre héros, Kyon, sera ainsi confronté à une androïde au comportement belliqueux, fera la rencontre d'une autre Mikuru venue du futur et comprendra enfin quels sont les pouvoirs spéciaux de l'énigmatique Itsuki. Il est à noter que lors de la diffusion de la série sur les chaînes de télé japonaises, les épisodes de Haruhi ne suivaient pas du tout l'ordre chronologique de l'histoire. Pour cette sortie en DVD, l'éditeur Kazé a pris le parti de respecter cet ordre. Titre rempli d'humour décalé, de dérision, voire d'autodérision, il émane de La mélancolie de Haruhi Suzumiya un charme vraiment particulier. Personnages attachants en diable, narration addictive, la série est aussi parsemée de références amusantes à la culture otaku. Ces aventures animées de Haruhi sont en fait adaptées d'une collection de romans pour ados écrite par l'auteur Tanigawa Nagaru. Ces livres sont toujours en cours de parution au Japon, mais ne bénéficient pas encore d'une édition française. Contrairement à ce que pourrait indiquer le titre, le récit repose surtout sur les épaules de Kyon, le camarade de classe de Haruhi. Notre jeune lycéen narrateur se caractérise d'ailleurs par son attitude blasée à souhait. En version japonaise, celui-ci est doublé par le comédien Sugita Tomokazu. Dans un registre de personnages autrement moins cyniques, ce dernier a incarné, entre autres, Hideki, le héros de la série Chobits, et Subaru dans X. C'est le comédien Olivier Lambert qui interprète Kyon dans la VF. On pourra saluer sa performance puisque, une fois n'est pas coutume, son timbre et son jeu d'acteur sont vraiment proches de la version originale. Comme ça, on n'aura plus à s'en faire pour la fréquentation. Les visiteurs nous enverront des mails sur les mystères du monde et ça fera exploser notre compteur. On va vite avoir un nombre à 5 chiffres. D'ailleurs, est-ce que le compteur va jusqu'à 5 chiffres? Hé! Non! Qu'est-ce que tu fabriques, imbécile? Tu vas te calmer, oui. Si Mikuru apprenait que des photos d'elle en soubrette dans des poses évocatrices allaient bientôt se retrouver aux 4 coins du monde, elle nous ferait une crise cardiaque. Haruhi se contentait de me regarder fixement pendant que je la sermonnais. Mais j'ignorais si elle se rendait compte du danger que représentait la mise en ligne de documents aussi compromettants. Fais ce que tu veux. Elle finit par consentir à ce sacrifice. Le plus sage aurait été de supprimer définitivement toutes les photos de Mikuru,
Mais quel gâchis c'eût été. Vite! Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Fera-t-on l'injure de présenter encore les aventures d'Esteban Zia et Tao à la recherche des mystérieuses cités d'or en plein cœur de la civilisation Inca? Peut-être pour une fois peut-on s'en abstenir avec cette série qui fête son 25e anniversaire. C'est à cette occasion que Kazé ressort un coffret intégral qui arrive après de nombreuses éditions DVD beaucoup moins fournies. Le packaging et les bonus papier sont les principaux suppléments faisant l'attrait de cette édition. En plus d'un livret sur la série et d'une encyclopédie, chacun d'une 60aine de pages, le roman original de Scott Odell, La Route de l'Or, a été réimprimé pour l'occasion. De plus, l'édition spéciale d'une célèbre enseigne commençant par F ajoute à tout cela le storyboard complet du premier épisode de 80 pages. Quant au contenu vidéo en soi, la série a connu une nette restauration, visible même sur le matériel le plus basique qui soit. Celle-ci risque malgré tout de ne pas satisfaire les plus exigeants, mais il faut garder à l'esprit qu'il est improbable de voir un jour une remasterisation plus poussée, au vu des difficultés à se procurer le matériel d'origine adéquate, même au Japon. Au niveau audio, en plus de la version française, on trouve non pas la version japonaise, mais une surprenante version bretonne non sous-titrée. Difficile de résister à la tentation d'en découvrir un petit extrait. Che m'abbia aggrezzito ed avvogar vi che martese. Ne wake dorbe nebler. Dorni kelvelhan bramak. La version japonaise des années 80, elle, a été perdue, même dans l'archipel, où il n'existe qu'une version refaite a posteriori pour une rediffusion. On pourra tout de même en avoir un aperçu dans les bonus et l'on y découvre, en plus des voix japonaises, que l'ambiance musicale est assez différente de la version française. Les bonus sont complétés par des scènes coupées anecdotiques, des comparaisons entre storyboard et scène finale, et des entretiens avec Jean Chalopin, Bernard Dariès et Shuki Levy, dans un documentaire américain et donc entièrement en anglais sous-titré français. Grâce à l'acharnement de l'équipe, et sans doute une part de hasard plus ou moins heureux, les mystérieux cités d'or ont marqué l'histoire des coproductions franco-japonaises et le public tout court. Si cette édition est riche en divers bonus, notamment papier, celle-ci s'adresse tout de même aux collectionneurs fortunés. Les bourses les plus modestes auront sans doute déjà craqué pour une édition moins onéreuse. Et ben voilà, 101% c'est déjà terminé, donc je vous dis à tous au revoir et je vous incite tous à acheter mes mangas même si vous ne savez pas pour quel éditeur je travaille. Au revoir.